Donc je vais vous parler de deux projets en particulier. Un projet qui a été livré donc, avec le musée Parc du Louvre à Lens et un autre qui est en chantier à Taïwan. Le premier fait 25 hectares. Le programme était donc associé à cette délocalisation du Louvre. Le deuxième fait 70 hectares, donc 3 fois la taille du premier. Je vais me concentrer spécialement sur la question du sol, c'est-à-dire les ressources du sol en tant que tel, au sens large du terme, et comment on peut donner une forme et donner une dynamique à cette transformation d'un sol que l'on considère trop souvent dans nos traditions occidentales comme simplement un support inerte qui nous permet de nous déplacer. Or, si on regarde un peu plus près, on s'aperçoit qu'il y a bien d'autre chose qu'un simple support que l'on refoule sous nos pieds. Le projet du Louvre a d'abord fait l'objet d'un concours entre les villes, comme il y a des concours pour les rencontres olympiques, comme il y a des concours pour les rencontres de sport. Et Lens a gagné ce concours au milieu d'autres villes pour le simple fait que c'était un terrain de 20 à 25 hectares qui s'est fait coloniser par la nature, c'est-à-dire à l'origine c'était d'abord un terril horizontal. La cessation de l'activité il y a une trentaine d'années a fait que la nature a repris ses droits et a recolonisé la parcelle. Et ensuite, comme autour de toutes les grandes villes, une zone d'activité standard, comme on en connaît tous autour des villes, s'est installée en plein milieu. Donc le jury qui a choisi ce site a choisi ce site pour les simples raisons que ce n'était pas simplement un bâtiment monument que l'on souhaitait, enfin qu'il souhaitait, mais c'était bien une opération d'insertion dans un tissu urbain et une opération de paysage qui permettait d'innerver et d'initier le renouvellement urbain de toute une contrée. Il s'agit donc de cette parcelle-là, et vous voyez ce qu'on appelle la salle des pendus, c'est-à-dire l'endroit où les mineurs descendaient dans la mine et se déshabillaient pour aller travailler. Donc voilà le site. Vous avez à côté de ce site ce qu'on appelle un terril vertical, qui est un des plus hauts de l'Europe, qui est d'ailleurs protégé. Et un terril vertical, ça veut dire que ce sont les rebuts de l'exploitation de la mine qui n'ont pas pu se commercialiser, qui sont stockés là, et ils sont stockés là verticalement par rapport au stockage horizontal. Dès l'instant, on a introduit l'électricité pour travailler. Et ces surfaces inertes de matériaux rebuts, on va dire, non exploitables commercialement, se recolonisent petit par petit peu par des plantes spontanées que vous voyez donc là, qui ont des vertus très différentes des séries de végétation régionale, dans le sens où le soleil se réfléchit très fortement sur le matériau et crée des microclimats quasi méditerranéens. Alors évidemment, pour les paysagistes que nous sommes, ce type de paysage est très puissant et très évocateur. Évidemment, ce n'est pas forcément le cas des populations, que ça renvoie à une activité économique passée. Je vous introduis les images du concours qui donnait, dès l'origine, nous étions 6 équipes en compétition, donc architectes, paysagistes, muséographes. Les hypothèses de travail dans le sens où il s'agissait de mettre en exergue l'articulation de plusieurs niveaux de compréhension du territoire, c'est-à-dire que pourquoi ce programme est venu ici, c'est parce qu'il y avait une ressource économique qui était l'exploitation du charbon, donc une énergie fossile, comme vous le savez. Cette énergie fossile a permis, après l'économie agricole, comme sur tous les territoires français, de créer une économie donc, de développement industriel, qui est la couche bleue, et qui a permis le développement de cités minières, qu'on appelle aussi cités-jardins, des églises, des hôpitaux, des écoles. Et ces cités-jardins, en leur temps, étaient vraiment très très innovants dans le confort qu'ils offraient aux individus, dans les services qu'ils offraient. Donc une nouvelle forme d'urbanisme est directement liée à cette exploitation économique. Donc l'économie s'est arrêtée et
à défaut d'autres économies qui a repris le relais, c'est la nature qui reprend ses droits, comme vous le savez. Si on ne fait rien, ni en agriculture, ni en autre maintenance, la forêt reprend et elle couvre les territoires. Et c'est bien cette couche spontanée de dynamique végétale qui a fait l'attrait de cette parcelle et qui a fait basculer le jury pour le choix de ces territoires. Si ce n'était que cela, je dis bien ça sans caractère péjoratif, on en serait aujourd'hui à une zone d'activité, comme je le disais tout à l'heure. Donc c'est bien ce programme de lecture transversale d'un musée, et pas n'importe lequel, c'est-à-dire le Louvre, qui est une opportunité de faire le lien entre ces différentes strates d'évolution dans le temps, à la fois dans le temps géologique, à la fois dans le temps de l'écologie, puisque les plantes se réapproprient les terrains, et à la fois dans le temps culturel, dont l'objectif est de mettre en exergue l'ensemble de ces strates et de ne pas évacuer l'une par rapport à l'autre. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que le Louvre arrive à Lens que l'on oublie qu'il y a des vestiges et des strates du charbon, puisque vous savez ce que c'est le charbon, c'est la plante qui se transforme en houille au bout de millions d'années. Et en symétrie inverse, c'est donc l'abandon du terrain, la recolonisation de la plante, qui réintroduit l'attractivité de ce terrain vers le regard culturel, qui n'est ni plus ni moins qu'une interprétation de l'ensemble de ces temporalités. Donc voilà le programme que je me suis donné en tant que paysagiste. C'est vraiment notre proposition, en accord évidemment avec Sana, dès le concours, qui a permis le positionnement de ce parc par rapport à l'opération générale. Donc il s'agissait de conforter la dynamique naturelle en installant des jardins et un grand musée-parc, de conforter évidemment, d'introduire, puisqu'elle n'existait pas, la dynamique culturelle autour du musée qui est au centre de la parcelle, et bien évidemment de s'inscrire dans les traces de l'exploitation minière, puisque l'exploitation minière c'était un champ de rails qui rentrait à droite et sortait à gauche pour distribuer le charbon dans les ports et dans les gares. Et c'est bien ces trois dimensions qui ont réellement été le programme du parc et qui ont donné la singularité de cet équipement. Je commence par cette image, parce que c'est donc le début des terrassements du bâtiment qui est au milieu de la parcelle. Et elle m'interpelle dans le sens où ce sont les créations, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont dans les travaux publics ici, mais ce sont les créations de ce qu'on appelle les infrastructures, c'est-à-dire les fondations d'un bâtiment. Les infrastructures, c'est tous les fluides qui sortent du bâtiment, qui se branchent sur les circuits urbains pour alimenter le bâtiment en eau, en électricité et autres énergies. Trop souvent, cette dimension d'infrastructure est reléguée à des choses subalternes dans l'histoire de l'architecture et du paysage. Or, fondamentalement, c'est une manière de comprendre et de s'installer et de créer des relations verticales entre le développement hors sol, qui est le jardin et l'architecture, et les ressources souterraines. Et je dirais qu'on a exactement la même image quand on fait de l'archéologie et quand on fait des fouilles, et quand on recherche des civilisations passées, on fait le chemin inverse pour comprendre comment les peuples ou les civilisations antérieures se sont installés sur un site. Donc pour un paysagiste que je suis en tout cas, cette dimension d'installation et de connexion d'un équipement plus ou moins pérenne est essentielle à la manière de permettre ou pas des développements ultérieurs. Donc voilà le chantier. Donc quand on fait un chantier de cette échelle, il y a des déblais remblais. On ressort du sol qui, encore une fois, ici n'a pas de valeur économique, mais on le voit bien que même s'il ne rentre pas dans les circuits économiques traditionnels, au bout d'un an à peine, c'est-à-dire même quelques mois, la dynamique du vivant reprend ses droits et elle s'installe. Je passe sur la végétation existante, mais bien évidemment c'est un atout, c'est-à-dire que au moment du terril horizontal, les ingénieurs donc, des mines ont créé des déblais remblais pour faire du rail, en fait, pour exporter le matériau et le vendre. Et pour que cet talus de déblais remblais soit stabilisé, ils ont introduit l'acacia, le robinier Fuscacia des États-Unis, qui eux-mêmes avaient déjà utilisé cet arbre. C'est un arbre de croissance très rapide qui permet la stabilisation des sols
Et donc c'est ces frondaisons d'arbres qui ont donné les lisières de ce futur parc qui est entièrement construit sur la notion de clairière et de vide au milieu de frondaisons d'arbres. Alors, comment traduire ces dimensions temporelles dans un plan de paysage? Il était question pour nous, et pour les architectes, et pour moi-même, de faire en sorte que le projet ne soit pas identifié comme un monument, mais que les limites, que ce soit les limites de l'architecture, les limites des sols, les limites de la parcelle, les limites des lisières soient dissoutes, et qu'au final, le seul sujet essentiel dans ce programme, c'est la relation à l'art en général, les œuvres d'art qui sont présentées dans les galeries, mais également la perception de la relation du bâtiment au paysage, du paysage au grand territoire. Pour faire cela, ça se traduit évidemment très pragmatiquement au sol, puisque c'est un grand musée, il y a beaucoup de visiteurs, et le traitement d'un parvis qui mélange très étroitement le minéral et le végétal. Il faut bien du minéral, parce que pour entrer dans un musée, dans une région où il pleut énormément, il faut marcher un petit peu les pieds à sec. Et nous avons donc proposé ce parvis, qui est un parvis perforé de trous, qui permettent par la suite la colonisation de mousse, qui sont des facteurs déterminants pour capturer la pollution ambiante qui vient des terrils et pour fixer donc cette pollution au sol. On est toujours dans une relation de travelling et de transversalité entre les grandes allées qui épousent les emprises des anciens rails, le bâtiment qui est positionné au milieu et qui offre 4 entrées au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Il n'y a pas une entrée dominante, il y a bien un dispositif qui est ouvert aux 4 horizons, de sorte à ce que les gens qui habitent dans les cités-jardins puissent venir naturellement, emprunter les allées et accéder au musée, aux galeries, par les 10 entrées autour du parc. Et le parvis à l'est, qui est quand même l'entrée principale, où vous voyez que la densité de perforation et de joints est un peu organisée différemment pour justement permettre le piétinement sans abîmer les plantes. Le motif de ces parvis et de ce jardin est évidemment étroitement lié à la gestion de l'eau, des eaux de pluie. Il n'était pas question pour nous d'introduire le vocabulaire urbain de l'espace public avec les bancs, les regards, enfin les choses très dessinées, puisque à notre sens, comme je le disais, le sujet ici, ce sont les œuvres d'art qu'ils ont présentées dans les galeries. Ces œuvres d'art sont de tous les temps, de toutes les temporalités, et il aurait été absurde, à notre sens, d'introduire une dimension contemporaine datée de la période où le musée est construit, qui bien évidemment 10 ans, 20 ans, 30 ans après aurait été totalement antidatée ou démodée, ou en tout cas datée selon le design du moment. Et donc il était important pour nous que la proposition que nous faisions et en architecture et en paysage soit atemporelle, c'est-à-dire qu'elle n'ait pas de date d'écriture, et que la seule écriture qui soit ici pertinente, c'est la non-écriture. Et donc c'est, encore une fois, c'est la relation très abrupte et très verticale de perforation, c'est-à-dire des trous dans du béton, qui font les regards. Et d'ailleurs, ce sont les regards, on va dire, primitifs, si vous allez en Chine ou à Taïwan. Les regards, c'est simplement un trou dans un béton. Il n'y a pas de tampon, c'est un trou, parce que ce sont des climats tropicaux il pleut énormément. Et du coup, ces trous, évidemment, ils capturent l'eau, ils la redistribuent dans les jardins. Ce sont toutes les ficelles très fines que vous voyez. Et c'est le travail de cette capture d'eau qui va fabriquer le jardin et qui va fabriquer la dynamique de colonisation des plantes. D'une manière aussi très simple, en phase chantier, rien n'est confortable, hein, c'est un champ de boue. Et l'eau, elle reste où elle tombe, elle n'est pas évacuée puisque toutes les évacuations ne sont pas connectées. Et là aussi, ce sont des trous, c'est-à-dire des creux où l'eau s'accumule et où elle s'infiltre progressivement. C'était la veille de l'inauguration, donc vous voyez que le bâtiment était prêt à l'ouverture, mais le jardin était encore un champ de boue, comme il l'a été très clairement écrit dans Libération. Le champ de boue, il est devenu un peu plus accessible, mais les flaques, on les a gardées, puisqu'on souhaitait avoir cette écriture aléatoire de creux et de développement des plantes primitives qui ensuite deviennent
des mousses et qui colonisent donc les joints qui sont plus ou moins épais, entre 1, 2 cm, 20 cm, ce qui permettait à ce grand parvis minéral, puisque encore une fois, il y a un certain nombre de gens, vous voyez au Louvre à Paris, je pense que peut-être vous avez été, vous avez des queues à n'en pas finir, qui sont d'ailleurs barricadées pour pas que ça déborde. Et il était important pour nous que ces queues au Louvre, comment dire, décrivent le jardin et suivent les allées antérieures, mais surtout que la végétation, donc la dynamique du vivant, perfore cette emprise minérale d'accès au bâtiment. Donc évidemment, il faut attendre 2-3 ans pour que cette végétation s'installe, ce qui est d'ailleurs jamais très confortable pour le client et les visiteurs, parce que d'une manière générale, les gens veulent tout de suite, et s'ils n'ont pas tout de suite, c'est-à-dire la temporalité du paysage est une temporalité longue. Mais c'est aussi son intérêt et c'est aussi sa vertu. Et dans les modes de vie contemporains, c'est pas forcément acceptable, puisqu'il faut un résultat immédiat. Il est hors de question de voir la terre nue quand on est dans un grand jardin avec une telle renommée. La vision du sol nu est une vision taboue, alors qu'on l'admet parfaitement dans un champ agricole, on ne l'admet pas du tout au pied d'un bâtiment de ce rayonnement. Bon, la nature aidant, j'ai eu de la chance. Elle a en effet emprunté les chemins que je lui ai désignés. Et donc cette colonisation spontanée est venue en 2013-2014, alors que le bâtiment a ouvert en 2012. Je dois quand même préciser que c'est un regard de paysagiste, c'est un regard de jardinier, mais que le personnel d'entretien du bâtiment n'est pas très heureux de faire attention à toutes ces petites choses qui sortent, parce qu'il préférait bien évidemment passer le javel ou passer le karcher, mais du coup on ne serait pas dans un jardin. Cette dimension de trous et de perforation dans la partie minérale se retrouve dans la partie végétale, mais plutôt donc dans des appropriations de pique-nique et de loisirs, donc récréatifs, au milieu de ces grands prés, avec donc la relation de ces empreintes de l'accessibilité par les rails qui va chercher les arbres qui ont survécu à la tempête du chantier. Vous avez ici des passe-pieds qui sont traités avec un gazon très fin, donc qui servent d'entretien, et entre ces passe-pieds, l'évolution est beaucoup plus spontanée avec des prairies sauvages. C'est un sol très pauvre, nous n'avons pas amené de terre végétale pour favoriser la diversité des colonisations des terres pauvres, c'est-à-dire, enfin peut-être que vous le savez, mais ce sont les terres pauvres qui sont les plus riches en biodiversité, en orchidées et en fleurs rares, en faune flore, et donc là encore, cette notion de contraste entre quelque chose de très soigné, de hyper léché, façon gazon de golf, avec quelque chose de très relâché et de très abrupt, pose parfois des problèmes d'interprétation, puisqu'on considère que le jardin est abandonné, qu'il n'est pas soigné, et que ça fait des ordres sur ce type d'établissement. Ce sont ce qu'on appelle les canapés verts, avec les trous au milieu, toujours des poches d'infiltration d'eau, mais ces canapés verts à l'origine, c'est simplement des anti-béliers pour éviter... Donc il y a évidemment un dispositif de sécurité très très fort, de plusieurs couches de mise à distance du bâtiment, parce que le bâtiment est fragile, il est en aluminium, il est en verre, et bien évidemment c'est le Louvre, et bien évidemment ce sont des œuvres qui sont inappréciables. Et donc il fallait tout un dispositif de sécurité à plusieurs couches pelure d'oignon. Et pour éviter d'avoir des barricades et des choses horribles dans le jardin, j'ai proposé cette formule de relief qui permet à la fois une appropriation récréative avec du pique-nique, une assise naturelle, mais surtout, j'ai réussi à convaincre les agents de sécurité qu'aucune voiture bélier ne peut approcher du bâtiment parce que de toute façon, elle se planterait dans les canapés verts. Donc il y a la relation approchée de l'édifice et puis il y a la relation vue de loin où vous comprenez la dimension horizontale de ce bâtiment dans ce paysage qui est vraiment une relation au sol. Je remontre cette photo de chantier dans le sens où le terril horizontal est d'abord un remblai tout simplement donc de rebut qui n'a pas pu être vendu, qui monte quand même de 0 à 4 mètres au-dessus du terrain naturel agricole.
Mais en dessous de ce rebut et de ce remblai, il y avait bien évidemment la géologie naturelle qui était en amont de l'exploitation de la houille et qui est un limon du quaternaire de très très bonne qualité. Et quand on fait un trou pour faire un terrassement et pour faire le sous-sol du musée, on sort évidemment des milliers de mètres cubes de limon dont on m'a demandé de ne pas faire d'export pour rester dans une logique de ne pas polluer le quartier avec les mouvements de déblai, de remblayer ailleurs sur un terrain. Vous avez le tas de limon sorti du terrassement du trou du sous-sol derrière, et on en a fait un ouvrage en terre qui sert de clôture, puisqu'il fallait une clôture, et je pense que vous savez que les paysagistes détestent les clôtures, et il n'était pas question de faire une serrurerie dorée comme à Versailles, et de couper les cités-jardins avec le musée et le parc de son territoire. Et donc l'hypothèse de travail était de faire une clôture paysage, de faire déjà donc on a pris ce matériau, on l'a traité, ça s'appelle du limon traité, c'est un peu l'équivalent des maisons en terre, sauf que c'est une autre technique, et on a évidemment réinstallé la lisière végétale qui au final l'ensemble fait clôture mais fait surtout paysage. Et bien évidemment, si on ne sait pas que c'est une clôture, on ne la voit pas. Voilà 2012, donc c'est décembre 2012. Le limon se colonise d'algues, ce sont des algues qui viennent donc s'approprier le nutriment. Les algues, enfin avant les algues, ce sont des bryophytes, c'est-à-dire des microbes. Ça devient des algues et puis ça devient des mousses, c'est-à-dire les végétaux primaires qui préparent normalement le sol des végétaux secondaires, c'est-à-dire des arbres et des arbustes. 2 ans après, 2013-2014, ce n'a pas été inoculé, hein, c'est spontané, donc c'est bien le traitement de l'ouvrage. Évidemment, il pleut beaucoup à Lens, qui fait qu'on a des ouvrages, donc on est bien dans une clôture paysage et pas dans une clôture artificielle. Au mois d'août 2014, la relation donc à l'espace public de la ville de Lens. Ce projet donc, avant de commencer l'autre, vous voyez que l'écriture qu'on utilise pour introduire le confort urbain, puisqu'on est quand même dans une obligation de confort, puisqu'on accueille du public, on accueille des touristes, on accueille des gens qui travaillent, c'est une manière de traverser différentes temporalités et de traverser différentes couches, mais surtout de proposer un canevas qui les rend visibles et qui leur permette de continuer à évoluer et qui ne les enferme pas dans une temporalité définitive, c'est-à-dire arrêtée. Et je dirais que cette petite allée donc sillonne au milieu du bois pionnier, ce qu'on appelle le bois pionnier. Ce sont je vous ai dit que la parcelle a été abandonnée donc il y a une trentaine d'années, une fois que l'exploitation était finie. Et les premiers arbres qui colonisent donc une parcelle abandonnée, ce sont les bouleaux. Ils ont une vingtaine ou une trentaine d'années de vie. Ce ne sont pas des arbres de longue durée comme les chênes qui peuvent vivre 100, 200, 300 ans. Une fois qu'ils se sont installés, ils transforment le sol en faisant du vrai humus et ils préparent l'arrivée donc de ce qu'on appelle des plantes dites nobles qui ont besoin d'une épaisseur de sol plus importante par rapport aux bouleaux qui se contentent d'une terre très très pauvre et très peu riche en matière organique. Nous allons en Asie donc, à Taïwan. C'est une île qui se trouve ici. Cette image est très importante dans le sens où elle traduit à la fois la surface du sol et à la fois ce qui est sous le niveau de la mer, mais qui est aussi chahuté, contrasté, que ce qui est au-dessus, mais on ne le voit pas. On s'en occupe un peu moins, mais ce qui est en dessous du niveau de la mer oriente très très précisément les courants marins. Là, vous avez le grand courant du Kuroshio, qui est un des plus grands courants marins du monde, et qui évidemment oriente très fortement le climat de cette île, qui elle-même est barrée par une chaîne de montagnes, mais qui avec les courants, donc les marées, conditionne très fortement le climat de l'île de Taïwan. Pourquoi je parle du climat? Parce que c'est un peu difficile à comprendre pour nous, mais quand on y est, on comprend très très vite. On est en climat tropical humide, les gens y vivent 100% dans
des emprises climatisées, c'est-à-dire 100% dans une aire artificielle. Quand on sort au bout de 2-3 minutes, sans faire aucun effort, on est en nage. Donc, on nous demande de faire un parc dans une ancienne emprise d'aéroport qui fait 250 hectares, qui a été abandonnée pour être reconstruit ailleurs. Donc, un parc de 70 hectares avec un développement de quartier urbain de 250 hectares. Mais quand on fait un parc de 300 hectares, le budget du parc ici, c'est le même budget que le coût d'objectif du Louvre-Lens, ce bâtiment parc compris. On se dit, mais on dépense tout cet argent, mais les gens ne vont pas dans les parcs parce que c'est insupportable comme condition. Donc c'est un peu bizarre de mettre tout cet argent sur un environnement urbain alors que personne ne se supporte dans un parc parce qu'il fait trop chaud. Et il fait assez insupportable parce que le soleil est très vertical. Et donc, l'hypothèse de travail du concept qui nous a fait gagner ce concours, c'est un concours international ouvert avec un deuxième tour où il y a eu 5 équipes. J'ai fait ce concours avec Philippe Ram, qui est architecte, que je crois que vous allez accueillir prochainement. Donc vous pourrez lui demander l'autre face de la médaille. L'hypothèse de travail est de dire, ok, on met tout cet argent sur un jardin, il faut créer des conditions de confort pour que les gens aient envie d'aller au jardin et qui sortent des centres commerciaux qui sont climatisés, qui sortent de leur appartement et qui réussissent à vivre dans un parc. Pour créer ces conditions, on a développé 2 strates, ce qu'on appelle l'atmosphère design et la lithosphère design. Donc l'atmosphère design, c'est tout ce qui se passe en termes d'équipement urbain, en termes de mobilier, pour atténuer les conditions très contrastées de chaleur, d'humidité et de pollution, et combiné à la lithosphère design, donc c'est le travail sur le sol, pour créer donc ce paysage urbain. Voilà le schéma du concours, avec les 2 niveaux d'investigation, donc l'atmosphère qui investit plutôt le design en termes de mobilier, en termes d'architecture, la lithosphère qui investit le travail sur le sol, la gestion de l'eau et le traitement de toutes ces données. Je vais parler prioritairement donc de la lithosphère, puisque c'est plutôt mon domaine. Et nous avons fait une simulation avec des ingénieurs allemands. Ce quartier, quand on a pris la main, c'est un aéroport. Donc, vous savez à quoi ça ressemble un aéroport? C'est une piste qui fait je ne sais combien d'hectares de béton, donc minéral, au milieu des champs, puisque les avions atterrissent. La question qui a été posée par l'urbaniste Stan Allan, qui est un Américain, c'est lui qui a fait le schéma urbain, était de dire il y a 250 hectares de renouvellement urbain, donc de création de tours, d'immeubles, de bâtiments, de logements. Vous devez récupérer toutes les eaux du quartier pour les gérer dans le parc, et il n'y a aucune évacuation dans le réseau urbain traditionnel. Vous devez tout gérer dans le parc. On est dans un climat tropical humide avec des événements de mousson très très forts. Et la deuxième chose, c'est que donc il a été fait une simulation des ombres portées des futurs bâtiments qui n'existent pas encore, et aussi donc de la pollution des routes qui n'existent pas encore. Et ces 3 paramètres combinés, c'est-à-dire les ombres portées, le fait de récupérer toutes les eaux de pluie, pour retenir les eaux de 250 hectares, il faut faire des trous, comme je l'expliquais sur le Louvre, et des bosses, puisque là encore, il n'était pas question d'évacuer des milliers de mètres cubes de matériaux pour les reporter ailleurs. Donc c'est en créant des reliefs qu'on en arrive à capturer l'eau, à la retenir sur place et à l'infiltrer dans la nappe phréatique. Donc ce sont ces 3 paramètres qui ont créé les conditions de confort urbain, en favorisant des emprises où il y a de l'ombre portée, avec les ombres projetées et des tours, les ombres et des topographies créées, les arbres, les quantités d'arbres plantés, l'éloignement des points d'eau avec des arbres spécifiques qui évitent la saturation de l'air en humidité, et enfin toute une série de végétations qui absorbent la pollution créée par le trafic et la pollution de l'air. Je ne rentre pas dans le détail, mais ça nous a identifié environ 11 paysages singuliers qui oscillent entre 5-6 hectares, donc c'est déjà un parc en soi, et un petit hectare où il est permis d'avoir des activités spécifiques, soit pour les enfants dans les parties les moins polluées, soit pour le sport dans les parties les plus éloignées de l'humidité, soit tout simplement pour le confort des familles dans les parties les plus ombragées. Donc le rouge, c'est l'allée climatique liée qui traverse les zones les plus ombragées.
Le bleu, c'est l'allée climatique qui traverse les zones les plus éloignées des points d'humidité, donc pour faire du sport. Et le noir, c'est l'allée climatique le plus à l'écart des zones polluées. Donc bien évidemment, la question n'était pas de transformer radicalement un contexte, mais de pondérer des jardins qui fassent en sorte que dans des saisons les plus défavorables, on se trouve dans des jardins où on a le confort, comme si on était au sommet d'une montagne avec l'air frais, pas pollué du trafic urbain. Alors ça peut paraître un peu abstrait, mais dans les faits, quand on foule le sol, c'est très très impressionnant. Pour créer des creux et des bosses, je vais surtout développer ce domaine. On fait des trouilles, on fait des bosses, et évidemment dans un paysage et dans une manière de réfléchir le design, un dessin n'a jamais qu'une seule fonction, il a toujours plusieurs fonctions. Le dessin, la stratégie urbaine de Stendhal était assez formelle, je dirais que pour un paysagiste, un peu trop primitif, dans le sens où très souvent on associe le paysage aux formes courbes et aux formes ondulantes. Donc il a dessiné un projet urbain avec des courbes pour faire paysage et traversé par une série de voies qui étaient autant de coupures du parc. Pour un paysagiste, couper un parc avec une route, les Taïwanais ils filent droit, c'est-à-dire c'est pas comme en France où il y a des zones de rencontre, on va doucement, on traverse un parc, on fait attention, pas du tout. Donc je me suis bagarrée dès le début pour absorber ces routes et ce trafic et pour qu'à tout moment dans le parc on n'ait pas de visibilité de ces routes. Et donc je me suis servi des trous que je faisais pour capturer l'eau, pour faire des bosses de franchissement au-dessus des routes de trafic et pour faire du paysage avec cette contrainte de rétention d'eau. Chaque bosse que vous voyez là fait à peu près 1 à 2 hectares. C'est-à-dire j'ai créé des ouvrages de franchissement de voirie pour faire juste du paysage. Et chaque ouvrage fait 1 à 2 hectares. Les ouvrages sont dessinés avec des courbes de niveau, c'est-à-dire c'est plus des montagnes ou des collines que des ouvrages, ce qui est assez difficile à faire comprendre à des ingénieurs traditionnels qui ont envie de faire des ponts, des tunnels. Donc ils étaient un peu perdus avec le travail des courbes de niveau. Mais finalement, la dimension de la chose, parce que c'est très très grand, même quand on dessine, ça c'est une grosse difficulté dans nos métiers, que les architectes ont plus de mal à apprendre que les paysagistes, parce qu'on est entraîné à travailler sur des très grandes échelles, c'est qu'on ne travaille pas pareil sur 5 hectares, 3 hectares, 1000 mètres carrés que sur 70 hectares. Et du coup, la notion d'échelle est toujours très trompeuse. C'est comme le parc de Versailles qui fait je ne sais pas combien, de 4000 hectares, je crois. C'est quelque chose qui conditionne terriblement la manière de percevoir le résultat final. Bien évidemment, pour retenir l'eau de pluie de 250 hectares sur un terrain qui fait 4 km de long en pente, donc même une pente de 1%, un aéroport c'est une pente de 1%, ça vous parle peut-être pas, mais c'est plat quoi. Enfin, dans la perception c'est plat, mais sur 4 km ça fait quand même 10 à 12 mètres, c'est-à-dire ça fait une hauteur d'immeuble du nord au sud. Donc l'eau, une pente de 1%, l'eau coule, c'est-à-dire elle va du point haut au point bas, et comme on nous demande de tout retenir et de rien sortir, non seulement il fallait faire des gros trous, c'est les parties bleues à droite, mais il fallait aussi faire plein de petits freins, comme des micro-barrages de 20 cm pour retenir cette flotte et la retenir le plus longtemps possible. Et c'est donc ce dessin à gauche, c'est plein de plissements, c'est comme les rides de la peau, qui fait que chaque trait est un trait qui absorbe l'eau et qui la capture, un peu comme les joints du Louvre, et qui l'envoie dans le sol plutôt que de la laisser courir d'un bout à l'autre. Les simulations sont des simulations de morphing, c'est-à-dire la partie gauche, c'est la partie régulière, où seules les aires de rétention d'eau, donc de tout le quartier, qui sont évidemment des aires de phytorémédiation, c'est-à-dire l'eau qui traverse le sol d'une ville, même si ce n'est pas les eaux usées des toilettes, est polluée par définition à cause de l'air ambiante, donc ils sont filtrés par des plantes phytorémédiantes. Donc le schéma de gauche est le schéma régulier des eaux régulières. Le schéma de droite est déjà un schéma exceptionnel. Le schéma de droite-droite est un schéma où 80% du parc est inondé, où du coup on est dans une situation d'océan au milieu de la ville, où on traverse une grande pièce d'eau, un peu comme vous avez déjà vu des champs inondés quand vous sortez de la ville. Et donc ce parc permet 80% de la surface d'être inondée dans des événements exceptionnels d'une centaine d'années sans que cela n'empêche le fonctionnement régulier de la ville.
Ça, ce sont les dessins donc, des différentes porosités de sol. Il fallait bien évidemment que 80% de la surface soit poreuse. Vous avez des simulations donc, en cours de niveau des fameux ouvrages qui permettent le franchissement des trafics que vous avez là, donc est-ouest, nord-sud. Et vous avez le concept de plissement de sol qui permet de retenir l'eau sur des petites pliures de sol. Donc à la fois le contraste entre la microtopographie, qui est comme quand on secoue une nappe, vous avez des plissements, et la macrotopographie qui monte à 12 mètres de hauteur, donc comme un immeuble. Bien évidemment, ils attendent d'un parc que ça soit 80% végétal. Voilà les fameux ouvrages qui, en dessin, ont toujours l'air très menus. De trait, c'est 20 cm de dénivelé, pardon, je suis allée un peu vite. Ce qu'on appelle le pont 1, le tunnel 2. Donc ça ressemble à un désert de cailloux, puisque c'est en pied d'une grande chaîne de montagnes, avec l'éboulement d'une montagne volcanique qui bouge toujours. Hein. Taïwan, c'est comme l'île de la Réunion, c'est-à-dire, j'ai oublié de dire ça, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un courant marin très très puissant, le sol est vivant, c'est-à-dire ça bouge tout le temps. Il faut s'habituer. Donc quand vous êtes dans votre lit, ça fait comme ça. Et quand ça fait comme ça, c'est pas très grave. Quand ça fait comme ça, c'est extrêmement grave, il faut vite se mettre à l'abri. Donc il y a des mouvements sismiques très très régulièrement. Ça fait partie, dès que vous êtes à la maternelle, on vous apprend que quand ça bouge, c'est normal, ça fait partie de leur mental, c'est intégré, et c'est pas dramatique. Par contre, les arbres tombent, enfin ça peut faire des très très gros dégâts, mais ils sont organisés pour évacuer, enfin pour se mettre à l'abri, selon la manière que ça bouge. Donc évidemment pour nous c'est pas comme ça, enfin c'est un peu plus bizarre quand vous êtes dans le lit et que vous commencez à avoir une berceuse, c'est spécial. Donc ces cailloux sont évidemment le substrat du sol sur lequel on travaille, viennent des montagnes qui sont sorties par érection au moment où le fossé du courant marin s'est formé. Et donc tous ces matériaux sont des galets qui sont issus de l'érosion et de la montée de la montagne. Voilà donc de loin, là vous avez la topographie de ce que j'ai appelé tout à l'heure le tunnel 2, donc c'est une vraie montagne. Là vous avez le pont 1 qui est en face du tunnel 1, à la topographie du tunnel 1, et donc le début des creux qui accueillent l'eau de la ville à côté, qui sont donc plantés par des plantes phytorémédiantes. Les chemins qui vont donc franchir ces topographies, le sol donc très argileux, les fondations de ces ouvrages qui eux-mêmes ressemblent à des paysages, donc qui font à peu près 1 à 2 hectares. Donc ce n'est pas des échelles qu'on aborde tous les jours, hein. C'est vraiment des situations exceptionnelles qui sont très impressionnantes dans la fabrication des choses. Voilà le pont 1, avec les chemins, donc ce que je disais, l'allée climatique rouge qui traverse donc les parties les plus à l'abri du soleil, et la partie au milieu de cet ouvrage qui est d'une lande spontanée, comme si on était en pleine nature. Il était très important pour moi qu'on ne tourne pas, qu'on ne verse pas dans l'espace vert au sens haussmannien du terme, c'est-à-dire qu'on n'introduise pas un paysage totalement artificiel et léché et aseptisé, mais qu'on garde, malgré les efforts importants, donc comme vous voyez, il y a à peu près 12 mètres de dénivelé entre le sol et le haut de la topographie, qu'on garde cette dimension qui est exceptionnelle dans les grands parcs chinois traditionnels que vous voyez sur les estampes des chinoises historiques, de cette relation entre l'appropriation humaine et la relation à la nature, que l'on ressent donc, je l'ai découvert moi-même, hein, je dois dire, on maîtrise, c'est-à-dire on a des intuitions quand on dessine, mais quand on voit la réalité, on est toujours quand même surprise de la réalité des choses. Les fameux joints donc, de la lithosphère qui sont donc autant de kilomètres de joints donc, qui donc, capturent l'eau et l'amènent dans les lits topographiques. On ne voit pas très bien, ce sont tous les détails de plan. C'est pas parce qu'on veut, comment dire, dissoudre le dessin et dissoudre l'effort que l'on fait pour construire quelque chose que ce n'est pas extrêmement dessiné.
C'est-à-dire, pour pas qu'on voit l'effort, il faut que ce soit évidemment extrêmement maîtrisé. Enfin, c'est un peu contradictoire, mais en tout cas, c'est la manière dont j'essaye d'introduire la complexité du vivant. Je passe, donc tous les points noirs sont des arbres, hein, je ne l'ai pas dit, qui sont plantés à peu près tous les 4 mètres dans une trame très très régulière. Voilà les ouvrages. Alors, évidemment, donc tout ça pour faire passer des voitures et pour oublier qu'on est en pleine ville et qu'on traverse un trafic. Et je vous assure, quand on suit le chantier et qu'on passe à peine une demi-heure pour suivre le chantier, il faut se payer les 70 hectares pour vérifier tout. Au bout d'une heure, on n'en peut plus et on doit se ranger parce que on n'est pas habitué à cette température. Et le fait de pouvoir se mettre à l'abri de ça, c'est comme quand on rentre dans une église en France, c'est-à-dire d'un coup, on a une vraie contraste entre sous le soleil et à l'ombre. C'est énorme la différence. Et du coup, on est vraiment dans une régulation climatique naturelle avec l'ombre de ces ouvrages. À l'origine, évidemment, je préférais qu'il n'y ait pas de référence à l'architecture puisque je fais du paysage. Je ne fais pas d'architecture et je ne fais pas d'ouvrage. Mais ça aura supposé peut-être un peu plus de temps. Les Chinois, comme les Taïwanais, n'ont pas le temps, ils veulent aller très très vite et la vitesse n'est pas compatible à la complexité. Je voulais faire le coffrage de ces ouvrages en terre, c'est-à-dire faire des remblais qui servent de coffrage pour que vraiment ça ressemble à un ouvrage naturel, mais ça demandait du temps qu'ils ne venaient pas nous donner. Donc pour contrebalancer, il fallait donc des colonnes. Et pour éviter que ce soit des colonnes d'architecture, on les a mis en ordre dispersé pour que ça ressemble au tronc d'arbre qui se trouve immédiatement de l'autre côté. Et je pense que c'est potentiellement possible qu'on puisse y croire. Voilà le tunnel 2. Donc, s'il y a des architectes dans la salle, vous voyez que la qualité de la construction est terrifiante. C'est absolument pas la finition que l'on a souhaitée, mais bon, c'est pas fini, donc peut-être qu'on arrivera à un meilleur. Mais dans tous les cas, comme l'objet, c'est pas faire de l'architecture, c'est vraiment faire du paysage, probablement, en tout cas, il faut l'espérer, que l'ambiance définitive ne sera pas canalisée par les défauts de... Vous voyez bien tous les défauts de construction, y compris les têtes de colonne. Mais je dois dire que moi-même, je suis vraiment très agréablement surprise de la relation entre cet habitacle protégé et le paysage qui sera en quelque sorte déchaîné à l'extérieur. Quand on monte de 12 mètres, il faut grimper ou descendre ou monter avec donc des ouvrages de raccordement entre le haut et le bas. Donc on est sur le chemin du sport. La rampe est très très raide, il faut la monter. Il s'agit donc des images qui montrent un an et demi, 2 ans de chantier quand même déjà. Et la ville donc traditionnelle derrière, il n'y a pas encore les nouveaux immeubles qui sortent pour ce quartier. Vous avez là la topographie du tunnel 1. La végétation est spontanée, donc vous voyez que la puissance du climat, je parle de cette végétation, ça évidemment ce sont des arbres qui sont récupérés et qui sont transplantés, mais on n'est pas dans une temporalité comme en Europe où il faut attendre 10 ans pour avoir un peu quelque chose en rendu. Je termine avec ces images qui sont les images de concours. Vous voyez le parc fini, donc vous voyez bien que, évidemment, que pour l'instant on est dans la topographie du sol, mais que tout ça sera couvert par une canopée quasi continue et qui traversera des grands étangs qui font eux-mêmes, je ne sais plus combien de surface, mais on est bien dans une... Voilà les images du pont 1 qui traverse donc la route dont vous ne devinez plus aucune trace, qui est une route régulière, hein, donc les gens empruntent tous les jours. Et je pense que pour un paysagiste, c'est évidemment un luxe absolu d'offrir aux populations en plein centre-ville, donc c'est comme si on était, je dirais, le parc des Tuileries dans Paris, c'est-à-dire on est en plein centre de l'agglomération, une relation très spontanée à un morceau de nature, alors qu'on a un confort urbain et on a le shopping center qui est juste à côté.
Et finalement, pour réapprendre aux gens à réapprivoiser une relation spontanée à quelque chose de plus vivant que simplement les jardins un peu inertes que l'on nous offre traditionnellement dans les espaces urbains. Ben voilà, je termine avec cette image, je crois.